Allez, on est de retour. On parlait tantôt du Niger où il y a eu 33 morts et plus de 80 000 sinistrés après de fortes pluies. La météorologie prévoit donc de nouvelles précipitations, d'importants orages même dans les jours à venir. Et Basile Agbo, on parlait donc des plans d'urbanisation où on se disait que finalement il n'existe aucun référentiel pour les populations pour savoir aujourd'hui. Parfois, c'est de façon, j'allais dire empirique, que vous allez vous regarder, dire bon, je vais aller en période de pluie, voir si comment se présente le terrain. Et après, quand il y a la pluie, vous venez parler aux propriétaires, ils disent donc, dans notre dialecte, on dit Afoyanachi. Donc, aller sur le terrain, puis l'eau va partir. Et donc, je crois que c'est très important. La politique agraire doit être donc remontée au fait que le gouvernement doit avoir un regard sur les constructions. C'est vrai qu'il n'y a pas de plan. Et aujourd'hui, je crois que ce sera un travail que les nouveaux maires, la décentralisation, c'est également pour ça. Il faudrait que les maires fassent de vrais plans pour que dans chacune des communes qu'elles ont à leur disposition, elles puissent mener cette politique de la façon à ce que les gens n'aillent pas construire comme on veut, où on veut et quand on veut. Et si on arrive vraiment dans les communes à maîtriser cette situation des terres, je crois qu'on peut évoluer de façon à avoir dans les jours à venir d'autres dispositions qui empêchent que en période donc de crue, en période de pluie forte, là, on puisse avoir sur le bras des milliers de personnes sans abri et autres là, et des têtes de bœuf. Mais je voudrais également souligner ici que au Niger, avant, nous, les informations que nous avions, c'est que la terre appartenait à l'État. Et on devait louer lorsque vous avez besoin donc de construire. Donc, c'est les maisons qui vous appartiennent. Les terres sur lesquelles les maisons se situent appartiennent à l'État. Donc, je ne sais pas s'il y a des réformes qui ont fait aujourd'hui que les gens peuvent acheter des terrains là-bas. Alors, si c'était le cas que les maisons appartiennent à l'État, c'était à l'État. Lorsque, par exemple, vous voulez louer, vous devez dire à l'État qu'est-ce que vous voulez faire sur ce terrain. Si c'est une construction, l'État devrait déjà avoir une idée sur ce terrain. Est-ce que c'est une zone marécageuse? En cas de crue, en cas de forte pluie, est-ce que vous ne risquez pas de... Voilà. Et donc, puisque la terre ne vous appartient pas et que c'est à l'État de vous louer, donc l'État pourra avoir donc toute la même mise sur ces problèmes qui viendront lorsqu'il y aura des inondations. Je ne sais pas si c'est le cas encore au Niger. Mais ces problèmes de zones inondables, de zones marécageuses, est-ce que ce n'est pas aussi des arguments un peu trop faciles qu'on donne? Parce que nous le disons, ce qu'était la population africaine il y a 20 ans, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. La population croît à une vitesse vertigineuse et donc les gens ont besoin de terrains à occuper et vous leur dites non, tel endroit il est marécageux, tel autre c'est inondable, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais on va vivre où? Ce n'est pas une obligation qui est faite à tout citoyen d'un pays de vivre dans la capitale ou dans une grande ville. Les gens... Oui, justement, quel que soit l'endroit, on vous dit que... Les gens... Même si vous allez à Kakbanga... Je pense que la croissance démographique des populations, en tout cas de l'Afrique et plus précisément du Niger, est aussi la cause de cette inondation après ces fortes pluies. Je le disais tout à l'heure, il y a dans certains pays, il y a de très fortes pluies, de très très fortes pluies, mais vous ne verrez pas toutes ces inondations, tous ces dégâts qui sont posés après. Donc il y a un problème qui se pose en tout cas. D'abord, la ville, si je prends la capitale par exemple, aujourd'hui la capitale, Niamey, n'était pas celle qu'elle était il y a de cela peut-être 10 ou 20 ans. Ça croît tous les jours. Et donc, quand ça croît de la sorte, il faut prévoir aussi, il faut prendre les dispositions réelles pour éviter qu'en temps de pluie, qu'il y ait des inondations. Le Niger n'a pas... Enfin, les infrastructures... D'abord, le Niger n'a pas assez de routes. C'est quand même assez extraordinaire qu'un pays qui dispose de cette richesse dans son sous-sol n'ait pas les moyens de construire des routes, aménager les égouts pour faire évacuer l'eau de pluie, etc. Les maisons, quand vous allez à Niamey, les maisons sont construites sans aucun respect des règles techniques relatives à la construction de maisons. Chacun érige ce qu'il peut selon ses moyens, etc. Et ça, quand il y a la pluie,
ne soyez pas surpris qu'il y ait des inondations et que des gens soient morts ou soient renvoyés de leurs habitations. Donc le gouvernement nigérien doit revoir. C'est l'une des rares fois où le Niger tombe dans une situation d'inondation avec autant de morts. 33 morts, c'est beaucoup. Déjà, les terroristes tuent tous les jours. La famine également tue tous les jours. Et c'est la pluie qui vient, l'inondation qui vient encore tuer. Ça donne à réfléchir véritablement. Il faut que les gens comprennent aussi que dans le comportement de chaque jour, on peut lutter contre les inondations parce que ce qu'on utilise, les sachets et tout cela qu'on jette, finalement, ça empêche l'eau, le sol de filtrer l'eau. Effectivement, effectivement. Je crois que c'est une bonne mesure dont tu es en train de parler. Il faudrait que nous puissions vraiment comprendre que s'il y a inondation, je l'ai toujours dit, je continue de le dire, c'est nous-mêmes, c'est les populations elles-mêmes qui créent les inondations dans les maisons. Et je crois que on continue de dire que les gouvernements africains ont du boulot, ont du pain sur la planche. Parce que tout à l'heure, David donnait l'exemple de la Hollande, des Pays-Bas, qui sont un pays, comme nous avons dit, en bas du niveau de la mer. Mais pourquoi de tels problèmes ne se posent pas? C'est parce que les gens ont anticipé sur ces problèmes-là. Et en Afrique, rarement nous anticipons sur les problèmes. Nous attendons que le problème vienne et on veut les régler. Et on va apporter donc du riz et du semoule à des gens qui n'ont plus de maison. Et quand la pluie est partie, bon d'accord, on a bien fait, etc. On se croise les bras et puis... Non, il faudrait qu'on comprenne maintenant que nous avons du travail sur le terrain. Il faut qu'on prévienne ces situations-là pour que demain nous ne soyons pas là à dire on va sauver le peu qu'il y a, on va sauver la situation. Il faudrait que les gouvernements africains prennent sur eux de se dire nous devons désormais penser à ce que demain ça peut avoir cette situation. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le Niger, comme David continue de le dire, est riche, immensément riche. Et c'est les Blancs qui viennent puiser dans leur sous-sol pour leur imposer. Et on pourrait dire non. Il faudrait que nos ressources que nous avons, les richesses que nous avons, puissent nous profiter pour que nous puissions redéfinir des plans de nos villes, des plans de nos terrains pour que nous puissions éviter ces problèmes-là. Il faut, c'est très important. Les Blancs ont fait les leurs. Chez eux, nous aussi, il faut qu'on pense à nous. Il faut prévenir, il faut anticiper. Oui, il faut anticiper sur les difficultés que nous avons. Parce que nous avons de l'argent, on travaille dans les pays pour avoir des ressources financières, pour gérer le pays. Mais si nous allons plus loin que ce que nous avons, nous pouvons donc avoir des ressources beaucoup plus grandes pour assainir nos pays, pour assainir nos villes. Je crois que c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on soit là, à attendre que les problèmes viennent, et bien on va transporter des sacs de riz à des gens qui n'ont pas de maison, et qu'après on dit, on se frotte les blés. Deuxième sujet maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Au moins 4 personnes sont mortes mercredi et jeudi dans des violences liées à la candidature controversée à un 3e mandat du président Alassane Ouattara. La situation se tend de plus en plus à l'approche du scrutin du 31 octobre, 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts et vu des milliers d'autres personnes en exil. L'opposition et des membres de la société civile avaient appelé à manifester jeudi alors que les autorités avaient interdit tout rassemblement pour non-respect des procédures appropriées. Les manifestations ont été très violentes à Bonoua. Nous sommes dans le sud-est, mais également dans le fief de l'ancien président Henri Konan Bédié. C'est une situation qui inquiète toute la sous-région, ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Je posais la question ici hier, est-ce que Alassane Ouattara a la réelle lecture de la situation? Alors, Ouattara, c'est l'histoire d'un homme qui fut un grand architecte, qui s'est investi totalement, qui a accepté de se sacrifier pour sauver son pays, qui a réussi à poser les bases d'un développement assez avancé de son pays pendant les 10 dernières années, durant lesquelles il a été au pouvoir, et qui subitement choisit de détruire tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a changé dans ce pays avant de partir. C'est la triste réalité de beaucoup de présidents africains, surtout ceux originaires des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Ouattara a choisi de sortir par la petite porte, alors qu'il avait
toutes les cartes dans ses mains pour sortir par la grande porte et avec beaucoup de fierté, laissant de très beaux souvenirs aux Ivoiriens et à l'ensemble de l'Afrique de ces 10 ans de pouvoir. Mais l'homme étant ce qu'il est, versatile, je le dis parce que personnellement j'ai été déçu par son changement de position qui a surpris tout le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une situation d'instabilité due aux différentes manifestations à la suite de l'annonce de sa candidature. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des manifestations réprimées par la police dans ce pays. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout joli pour l'image qu'avait incarné ce grand homme d'État qui a eu le courage de prendre le pouvoir d'un pays qui a traversé une très longue période de guerre et qui a occasionné beaucoup d'instabilité dans le pays. Aujourd'hui, il a choisi peut-être de rester dans cette logique pour faire comprendre aux Ivoiriens qu'il n'était pas ce qu'il leur avait fait voir au début des premières années de sa prise de pouvoir. Il n'était pas ce que l'on avait pensé de lui, parce que pour un homme d'État, quand vous êtes président de la République et que vous finissez votre mandat dans le sang, dans la violence, ce n'est pas beau, ce n'est pas joli. Et Ouattara, j'estime véritablement qu'il aura encore ce courage qu'il avait manifesté pour revenir sur sa décision et sauver ce qu'il a construit. Si vous arrivez à Abidjan aujourd'hui, vous ne reconnaîtrez pas Abidjan d'il y a 10 ans auparavant. Ce qui me plaît, ce qui me plaît, c'est que ce débat vient et puis je suis en face de David. Je suis en face de David, ça me plaît beaucoup. Parce que nous avons passé du temps ici à débattre de M. Ouattara et du comportement de M. Ouattara, président. Et moi, j'ai jamais cru et eu confiance en ce monsieur. À chaque fois qu'on en parlait, mon ami me dit non, c'est ce monsieur. Non, je suis désolé de le dire. Monsieur Ouattara, il ne cherchait que le pouvoir depuis longtemps. Même avec le président Houphouët-Boigny, monsieur Ouattara cherchait le pouvoir ivoirien. La question se posait de savoir pourquoi il cherchait tant être président en Côte d'Ivoire. Et après, quand Gbagbo a pris le pouvoir, on a vu tout ce qu'il a déroulé. Aujourd'hui, quand on me dit que c'était un bon pays, etc., qui a détruit ce pays? C'était lui, Soro, qui avait, pendant que Gbagbo régnait, c'est eux qui ont amené les armes pour détruire ce pays. Et après, on a tout fait pour envoyer Gbagbo devant la CPI. 10 ans après, Gbagbo revient, blanchi, et donc ça veut dire que Gbagbo n'a rien fait. Et toutes les caméras et puis toute la lumière est projetée aujourd'hui vers Ouattara. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Et celui qu'on accuse d'avoir créé les morts est blanchi. La question alors va se poser de savoir, mais alors, ces deux personnes qui étaient en jeu, et il y a eu des morts. Le premier parti est revenu clean. Alors, on doit regarder vers le second. Et je crois que c'est ce qui fait peur à M. Ouattara. M. Ouattara annonce à grand pompe que non, il ne va plus aller aux élections. Oh, qu'il va choisir quelqu'un d'autre. Et après, Gon Coulibaly avait été choisi. Tout le monde a applaudi. Même le président français avait applaudi. Patatras, Gon Coulibaly meurt. Mais qu'est-ce qui oblige M. Ouattara à revenir lui-même sans chercher à choisir quelqu'un d'autre pour remplacer Gon? Est-ce que ça veut dire que après lui, il n'y a que Gon pour diriger la Côte d'Ivoire? Je crois que non. Alors, s'il le fait de cette façon, ça démontre l'échec cuisant de M. Ouattara dans toute sa politique même de conduire le pays et dans toute sa politique de conduire son parti politique. Ça veut dire qu'il se prenait pour le seul homme capable de diriger la Côte d'Ivoire. Sans lui, personne. On pourrait même penser à cette mort miraculeuse de Gon. Et les gens n'iraient pas loin, peut-être. Je ne dis pas. Les gens pourraient penser que la mort de Gon n'est pas innocente que ça. Parce que il faut s'élever. Un homme politique, comme on le dit,
s'élève au-dessus de la mêlée. Et maintenant, M. Ouattara revient. Voilà les morts qu'il est en train de ramasser. Ces morts, on va les imputer à Gbagbo. Parce que c'est à lui qu'on impute les morts. Mais ce n'est pas bien. M. Ouattara doit s'élever au-dessus de la mêlée et se dire, nous avons trop fait du mal à ce pays. Non, comme ils disent qu'il a fait du bien, c'est très bien. Mais ils ont fait assez de mal. M. Ouattara, avec M. Soro hier, ont fait trop de mal à ce pays. Et que maintenant, parce que la volonté de pouvoir, le goût du pouvoir continuant donc d'imbiber M. Ouattara, il se positionne aujourd'hui. Ce que j'avais dit, non, je le renie et je reviens parce que non. Je crois qu'il faudrait que M. Ouattara comprenne que au-delà de lui, parce qu'il est un mortel, il peut mourir un jour. Donc, s'il meurt, on va enterrer la Côte d'Ivoire avec lui. Il doit comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas sa propriété. Il a fait son temps. Laissez d'autres essayer de gouverner ce pays, essayer de diriger ce pays. Il a peur de qui? Que Gbagbo revienne. Gbagbo n'a pas encore annoncé sa candidature, à ce que je crois. Donc, il faudrait que M. Ouattara s'élève au-dessus donc, du débat pour apaiser la tension qui est en train donc, de prendre forme en Côte d'Ivoire et laisser la Côte d'Ivoire faire face à d'autres priorités que de se borner à vouloir le pouvoir et à tuer les enfants dans la rue. Ce n'est pas normal. Alors, il en faut en principe plus, peut-être pour changer d'avis à Alassane Ouattara, parce que les événements de mercredi, de jeudi se passaient quand le parti annonçait la date de son investiture comme candidat. Et vous vous rappelez, pour celui à qui certains imputent les 3000 morts de 2010-2011 pour l'amener au pouvoir, ce n'est pas les 4 morts d'avant-hier et d'hier qui vont lui faire changer d'avis. Non, même si c'est un seul Ivoirien qui meurt dans cette manifestation, ça fera partie du bilan qu'il aura laissé de ces 10 années de pouvoir. Ouattara a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il a été là lorsque le pays avait besoin d'un président qui accepte de diriger le pays dans ces conditions dans lesquelles le pays avait été laissé à la suite de la guerre civile qui avait opposé les belligérants dans ce pays. Il était là aussi parce que il a accepté d'être là. Il a accepté de se sacrifier pour les Ivoiriens et il a fait si bien déjà. Alors, aujourd'hui, il y a des morts. C'est vrai, un seul mort, c'est déjà de trop. Il y a 4 pour les 2 dernières manifestations. Il y en aura encore puisque l'opposition dit qu'elle va lancer des manifestations pour amener le président Ouattara à revenir sur sa décision. Le problème ici, c'est les promesses que le président ivoirien avait faites. On comprendrait si Ouattara, moi je le disais encore sur un de mes débats, on comprendrait si Ouattara n'avait pas fait autant de promesses. Okay, c'est lui-même qui a pris le devant. Il a fait ce qu'il fallait. Il a choisi un dauphin. Il a posé les bases d'un départ digne de son rang. Mais curieusement, le Premier ministre est décédé et tout de suite, il est revenu sur sa décision. C'était ça le problème que ne veulent pas comprendre les Ivoiriens. C'est-à-dire pour eux, Ouattara s'est moqué de tout le monde depuis le début. C'est vrai que les signaux... Basile parlait de son envie de conquête de pouvoir. Oui, les signaux présageaient que Ouattara allait véritablement être là. Mais aujourd'hui, voilà, il a dit clairement, et ça pose un problème. Dans quelle situation va se retrouver la Côte d'Ivoire dans les jours à venir? S'il faut faire tout ça, il faut passer 10 années à rebâtir un si grand pays et accepter de remettre le pays dans la guerre parce qu'on a envie de revenir encore au pouvoir, parce qu'on a envie de s'accrocher au pouvoir, parce qu'on a envie de s'imposer aux Ivoiriens, ça ne sert à rien véritablement. Et Ouattara, comme je l'avais dit, a choisi de sortir par la petite porte. Néanmoins, il y a toujours du temps de réflexion qui puisse l'amener à changer d'avis et à faire ce que les Ivoiriens, les Africains et le monde entier attendent de lui, c'est-à-dire partir en trouvant un remplaçant qui vienne, qui puisse véritablement continuer son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des manifestations violentes à Abonoua, fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo, à Daoukrou, fief de Henri Konan Bédié, à Fersek-Tougou, fief de Guillaume Soro. Des manifestations à Abidjan, au niveau également de San Pedro. En tout cas, plusieurs manifestations éparses. Est-ce que vous lisez là des signes de mauvais présages pour la présidentielle du 31 octobre? Non, mais c'est évident, c'est plus qu'évident que
ça ne va pas être facile en Côte d'Ivoire pour ces élections à venir d'octobre. Mais Ouattara se veut confiant, hein, tout ira dans la paix. Oui, Ouattara a toujours été confiant parce que c'est quelqu'un qui aime la guerre, qui aime le sang. Quand, je reviens toujours sur David, quand David me dit non, la Côte d'Ivoire avait eu besoin de quelqu'un pour redémarrer le pays après des années de guerre. Je dis, qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire? Il faut quand même qu'on remonte dans l'histoire. Gbagbo a pris ce pays 2 ans après. Lui et Soro ont mis la guerre dans ses jambes. C'est-à-dire l'obligeant à ne même pas pouvoir diriger le pays pendant les 5 années qu'il avait prises pour gérer le pays. 2 ans après, on lui a foutu une rébellion dans les pieds. Et c'est cette rébellion qui a détruit ce que Houphouët-Boigny a fait. Il faut quand même reconnaître, Houphouët a construit la Côte d'Ivoire. Je connais la Côte d'Ivoire, je suis allé à Abidjan, j'ai vu des choses. Houphouët a fait de grandes choses à la Côte d'Ivoire. Il fallait seulement que ceux qui viendront après lui fassent, c'est-à-dire que continuent ce qu'il a fait. Mais Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Ouattara a été détruite. La Côte d'Ivoire de Gbagbo a été détruite par Ouattara. Aujourd'hui, qu'on me dise qu'il a fait du bien, il a fait du bien. La voie était déjà tracée pour que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère. Ce n'est pas lui qui a inventé le développement de la Côte d'Ivoire. C'était déjà tracé. Et donc maintenant, si tout ce qu'il a fait pendant les 10 années, il revient pour les détruire, c'est de sa nature. C'est comme ça, M. Ouattara est détruit pour revenir dire je construis et après on détruit. Jusqu'à quand on va continuer ce commerce-là? Je crois que ce n'est pas bien. M. Ouattara doit, je continue par le dire, il doit s'élever. Les jours à venir ne sont pas des jours favorables pour la paix en Côte d'Ivoire, si tant est que M. Ouattara se maintient dans cette position-là. Je connais la Côte d'Ivoire, je connais les Ivoiriens. C'est des gens qui ne reculent pas devant les dangers. On a vu comment la guerre s'est déroulée en Côte d'Ivoire. On en a entendu parler. Les Ivoiriens, même devant les armes, marchent par devant et peuvent mourir. Ce n'est pas un peu partout comme ça. Il y a beaucoup de pays dans lesquels vous n'allez pas voir ça. Mais les Ivoiriens, ils sont tenaces. Et donc, si Ouattara continue par se comporter de cette façon, je crois que les jours à venir ne seront pas de beaux jours pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'il faut craindre. C'est ça vraiment qu'il faut quand même que les organisations internationales et la CEDEAO, tout ça. Il faut que la CEDEAO intervienne déjà. Il ne faut pas que la CEDEAO attende qu'il y ait du feu pour aller comme on le fait aujourd'hui au Mali. Nous en viendrons peut-être. Hein? Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas élogieux pour M. Ouattara. Il a fait son temps. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il y a d'autres Ivoiriens qui sont capables de continuer, je dis, ce que Houphouët-Boigny a fait. Il faut qu'il laisse les gens faire d'autres expériences que de continuer donc par détruire ce pays qu'il a déjà détruit pendant plus de Mais on oublie aussi facilement que derrière Alassane Ouattara, il y a aussi d'autres millions d'Ivoiriens. Non, vous savez, même les militants du RHDP n'étaient pas tous favorables à son revirement. Les militants voulaient... Mais ils ont fait bloc derrière lui quand même. Oui, c'est clair, il faut le faire. Mais très tôt, vous devez comprendre que même au sein de sa propre formation politique, des voix se sont élevées pour expliquer l'impossibilité de Ouattara de briguer un 3e mandat, même après la révision de la Constitution. Beaucoup de ces ministres, beaucoup de ces cadres du RHDP ont fait des débats pour expliquer aux populations ivoiriennes, en tout cas, que le président Ouattara ne peut plus faire un nouveau mandat parce que la Constitution ne le lui permet pas et parce que lui-même, il a fait des confidences, il ne voulait pas y aller. Et donc, ces militants avaient beaucoup plus voulu que le président Ouattara inscrive le nom du RHDP dans les annales historiques de ce pays en favorisant l'alternance à la tête du pays après ces 2 mandats. Et c'est sûr que cet appel a été écouté par Ouattara, raison pour laquelle il a positionné un dauphin pour le remplacer aux prochaines élections. Mais aujourd'hui, il y a que c'est un problème qui ne peut pas être dénoué que par Ouattara lui-même. Si Ouattara veut que la Côte d'Ivoire reste dans la paix qu'il a mis des années à rebâtir, qu'il a mis des années à faire venir en Côte d'Ivoire, il faut qu'il comprenne que la solution viendra de lui. Déjà, dès l'annonce de sa candidature, on a vu des images interposées, une première avec les militants qui sont sortis dans la rue
pour exprimer leur joie, etc. Une seconde, quelques jours plus tard, des manifestants qui s'opposent à cette candidature. Et la tension, elle est encore vivante aujourd'hui. Il y a eu 4 morts, il y a des blessés, il y a des tensions, des manifestations tous les jours. Ça rime à quoi? Ça amènera à quel objectif? Est-ce que c'est élogieux de sa part de partir de la Côte d'Ivoire dans des conditions que personne ne lui souhaite? Parce qu'il faut faire aussi extrêmement attention. Aujourd'hui, Ouattara se retrouve contre 3 autres grandes figures de la politique ivoirienne, dont Gbagbo, Bédié et Soro. Et de l'autre côté, il y a la société civile et le reste de l'opposition. Et donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas converger vers soi toutes les forces de l'opposition dans ce combat-là. Déjà que vous aviez promis aux Ivoiriens que vous ne ferez plus un nouveau mandat parce que vous-même, personnellement, physiquement, mentalement, psychologiquement, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous reposer, vous avez fait des promesses. Et les promesses faites par un chef d'État sont des promesses officielles. Ça relève d'une autorité qui est relative à l'institution que ce président incarne. Mais quand vous faites une promesse et que vous revenez sur votre promesse, ce n'est pas bien et personne ne vous croira encore demain. Vous verrez peut-être que les jours à venir risqueront de ne pas être du tout calme en Côte d'Ivoire et personne ne souhaite que ce pays retombe dans les méandres de la guerre civile qu'il avait connue. Alors, donc, ce qu'on attend maintenant d'Alassane Ouattara, c'est qu'il renonce? Non, il faut un revirement de position de M. Ouattara. Il faut nécessairement un revirement de position pour qu'il redevienne quelqu'un en qui on peut croire demain. Parce que il a dirigé le pays, c'est bien. Mais on aura besoin de lui demain. La Côte d'Ivoire en aura besoin. Parce qu'il détient les manettes de la direction du pays pendant les 10 dernières années. Et donc, on aura besoin de lui nécessairement. Et donc, il ne faudrait pas qu'il fasse en sorte qu'il soit complètement mis au placard de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a besoin de lui. Donc, à lui aujourd'hui de prendre une certaine hauteur par rapport à ce débat-là, de se dire, bon, j'ai écouté le message que vous m'avez envoyé, je crois que je reviens sur ma position, je positionne quelqu'un d'autre, on va applaudir même à se fendre les mains. Mais ça, s'il le fait, je vais commencer par le féliciter, comme mon ami David a toujours fait. Mais s'il ne le fait pas, je resterai sur ma position. C'est un monsieur qui a détruit la Côte d'Ivoire pendant des années. Mais qui a mis Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire pendant que Houphouët régnait? C'est lui. Pourquoi qu'on vienne nous dire des choses? On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Il a été le premier à mettre Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire. Maintenant, il prend le pouvoir, il met Gbagbo en prison à la CPI et il revient. Non. Il faut qu'il arrête. Comme ça, nous allons applaudir dans les mains et qu'il va aider la Côte d'Ivoire à se reprendre. Mais il a surpris. On va aller à la pause maintenant, la grande pause, et on reviendra après le journal.